Et bonsoir à tous. Coucou Nico, Katsu, Roxy, Fred. Comment ça va? Bon, mis à part la chaleur, ou d'autres qui ont froid, mais écoutez, moi c'est team chaleur, hein, voilà. Ah mais voilà, on vient de passer aux 30 degrés dans le bureau. C'est fantastique, on est ravis. Bon, mis à part ça, j'espère que votre début de semaine se passe bien. Je sais pas couper le son de ça. Voilà. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du live de la psychanalyse. On aura un dernier live lundi prochain. Et lundi prochain, sondage et tout pour voir la suite. Voilà, voilà. Du coup, comme d'habitude, vous avez le lien qui est épinglé pour rejoindre le quiz. Il peut y avoir un sacré décalage, comme vous le savez. Donc, 30 degrés non plus. Ça va, ouais. Ça va pas trop, hein, mais écoute, oui, oui, je sais, je comprends par rapport à d'autres, oui, je suis d'accord. Donc, du coup, on va s'installer tranquillement. Mettre le son. On va changer, on peut changer le... Oui, on va changer le fond, on va se mettre en summer. Hein? Parce que voilà, on a chaud. Et voilà. Tac, 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 on est comment là? On est là. On a combien de questions? On le voit pas là, pas encore. Quand je dis 40, c'est 40 à l'intérieur. Non mais c'est horrible, hein. C'est horrible, d'accord, je comprends. Oui, effectivement, c'est pas cool du tout. 40, je crois que je me tirais une balle. Je te dis, déjà ce matin, quand je me suis levée, j'ai cru que j'allais me taper la tête contre les murs, c'était en train de me rendre barge. Affreux. Ça va qu'au bureau, vu qu'on est dans des caves, bah, il fait relativement bon. J'ai pas eu trop chaud, mais après, terrible. Terrible, terrible. Ouais, c'est plutôt sympa, le petit fond été. C'est chouette. Donc on va commencer. On a, ouais, question par question. À peu près. Ouais, ok. Ok, ok, ok. Donc la semaine dernière, on parlait de la névrose, surtout en majorité. Maintenant, on va plus se concentrer sur la psychose. On est parti. 22 questions, ça va. Qu'est-ce qui caractérise la psychose selon la psychanalyse? Voilà, c'est ça, Nico, t'as tout compris. Donc, la psychose, ça va être une réaction de stress aigu face à une situation difficile, un trouble comportemental lié à une mauvaise gestion des émotions ou une altération profonde de la conscience et du rapport à la réalité. Effectivement. Alors, la psychose, donc, état psychique caractérisé par une altération profonde de la conscience et du rapport à la réalité de l'individu. On va distinguer trois grands types de psychose, la schizophrénie, les délires et les psychoses aiguës. Que désigne le délire dans le cadre d'une psychose? Ça va être la perte de contact avec la réalité, une surestimation de ses capacités intellectuelles, une pensée obsessionnelle répétée sur un sujet spécifique, ou une série de rêves vifs qui influencent la conscience quotidienne. Conscience quotidienne. Ok, on a un petit peu de tout, c'est pas trop. Ok. Faut bien capter que vraiment, dès qu'il y a une part de la réalité, dès qu'on est dans une autre réalité, ça parle de psychose. Donc, quand l'individu vit une perte de contact avec la réalité et peut même se construire une réalité parallèle, c'est là qu'on va parler de délire. On peut noter aussi donc des troubles de l'identité avec une perte des repères corporels ou une modification de l'image du corps. Dans la psychose, le sujet, il va pas toujours avoir conscience de son état. Et c'est ce qui va impacter grandement sa vie quotidienne. Parce que quand on n'a pas conscience qu'on a un petit problème quelque part, bon voilà, ça peut être assez contraignant. Et donc là, on va essayer de voir un petit peu plus en détail comment se représentent les psychoses aiguës, la schizophrénie et les délires. On continue. Qu'est-ce qu'une bouffée délirante? Une pensée obsessionnelle qui persiste pendant des semaines, une dépression profonde accompagnée de visions hallucinatoires, une crise aiguë de panique qui dure plusieurs heures ou un état transitoire délirant qui s'installe brutalement. Alors,
attention, pas forcément. C'est pas parce que tu as une dysmorphophobie, par exemple, que tu es forcément psychotique, hein. Attention, ça peut être des symptômes aussi éparpillés. Attention, mais dans les psychoses, on retrouve ce type de symptômes. Au taquet comme toujours. Mais oui, Nico, c'est bien. Donc effectivement, c'est un état transitoire qui va s'installer brutalement. Donc, brutalement, ça va être en quelques heures, mais il va disparaître de manière très rapide aussi. Voilà, il vient très rapidement, mais il se taille aussi très rapidement. Et donc le délire, là, il va pouvoir consister en des hallucinations psychiques, où l'individu, il va retrouver ses pensées qui sont transformées, il va se sentir envahi par quelqu'un d'autre que lui, et il va avoir des hallucinations psychosensorielles. Donc hallucinations visuelles, auditives, olfactives, enfin voilà, toutes sortes d'hallucinations. Il peut aussi connaître des expériences de dépersonnalisation. En fait, quand on vit ce sentiment-là, c'est qu'on ressent en soi un sentiment d'étrangeté, comme si le monde, sa propre personnalité, était modifié. C'est comme si vraiment il avait perdu toute familiarité avec son propre corps, il ne se reconnaît plus et il perd ses repères habituels. Vu que je parle de perte de conscience, du coup, les enfants regardent leur corps par comme il est réellement. C'est pour ça que je te parle de dysmorphophobie, du coup. C'est de ce trouble-là dont on parle, effectivement, dans ce cas-là. Mais c'est. Tu- Moi, je vais plus qualifier. Enfin, ça va être plus un trouble. Déjà, ça va être plus être un trouble alimentaire, l'anorexie. De là à dire que tous les anorexiques sont psychotiques, je suis pas sûre, tu vois. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Toute perte. Alors, quand je disais c'était surtout par rapport aux questions. Je pense que c'est ça peut-être qui t'induit à dire ça. C'est quand on va parler d'une perte de la réalité, ça va toucher à la psychose. Mais c'est pas une vérité pour tout. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Je suis fatiguée, les gars. Donc, on peut vivre aussi des expériences de déréalisation où on va perdre tout sentiment du réel. Donc ça peut être associé à un sentiment d'être comme dans un état de rêve où tout va sembler délirant, on va se sentir flotté. Et donc ces crises délirantes, elles peuvent être consécutives à un choc affectif ou un stress émotionnel. Voilà, jusqu'à présent, ça c'est quelque chose d'assez récurrent. Dans le sens, mais pas forcément dans l'autre. Selon moi, attention, hein. Alors, je sais, je n'ai pas la science infuse, mais selon moi. Et je préfère toujours mettre des pincettes prendre des pincettes avec les étiquettes. Moi, vous le savez, j'aime pas trop ça. J'aime pas bloquer les gens dans des catégories. Voilà. Je préfère, on parle des notions, mais après, voilà, pour moi, c'est bien plus complexe que ce qu'on va en dire là. Voilà. Prochaine question. Quels sont les trois troubles principaux caractéristiques de la schizophrénie? Perte de mémoire, confusion mentale et troubles du sommeil, ou excitation extrême, troubles de l'humeur et troubles alimentaires, ou anxiété sociale, dépression et isolement, ou dissociation de la personnalité, syndrome délirant et repli sur soi. On des pertes de poids de réalité, mais toutes les personnes qui perdent du personnage ne sont pas. Voilà, exactement, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que ça peut arriver à n'importe qui à un moment de se retrouver déconnecté avec la réalité aussi, tu vois. Et c'est pas pour autant que la personne est devenue psychotique, voilà. Ok, bien joué. Donc effectivement, la schizophrénie va se caractériser par trois troubles principaux, qui sont donc la dissociation de la personnalité, un syndrome délirant et le repli sur soi. Et donc, l'entrée dans la schizophrénie, elle peut être plus ou moins lente et progressive, ou brutale. Voilà, ça dépend. Ça dépend des cas. On va faire deux questions maintenant. Quels signes peuvent se confondre avec ceux de la schizophrénie? On va penser que c'est la schizophrénie, mais en fait, ça l'est pas. Donc, avec ceux d'un trouble anxieux, avec les troubles de l'alimentation, avec la dépression, ou rien, ils sont toujours clairs et distincts. Ok. Ok, ok.
Intéressant. On en a fait qu'une là, on est d'accord, hein? Oui. On va développer évidemment. Et que représente la dissociation dans le cadre de la schizophrénie? Bon, et là on va faire beaucoup de blabla, hein. Donc c'est la division entre les pensées et les émotions, c'est la perte d'unité de l'individu, c'est la perte de conscience pendant de longues périodes, ou c'est la séparation nette entre les pensées rationnelles et irrationnelles. Ah, ok, intéressant. Effectivement, ça peut porter à confusion, je pense aussi. Donc, effectivement, quand tu penses qui est jeudi alors qu'on est mercredi, bon, ça suffit pas. Oui, voilà, par exemple. Effectivement, là, c'est une petite déconnexion avec la réalité. Genre, moi, toute la semaine dernière, je me disais quand c'est qu'on est vendredi. Tu vois, chaque jour, je croyais que le lendemain, c'était vendredi. Mais non, c'est pas pour autant que j'étais en phase de psychotique. Ou peut-être, qui sait, on ne sait pas. Donc, en fait, les signes de la schizophrénie ils peuvent se confondre avec la dépression parce qu'on va observer chez les personnes un repli sur soi important avec une perte de contact. Quand on est en dépression, on va généralement se replier sur soi et avoir une perte de contact aussi. Une adhésion à des pensées mystiques. Quand on est au fond du trou, on peut se rattacher à certaines choses effectivement qu'on peut qualifier de mystiques et des comportements étranges. Tout ça, on le retrouve dans la schizophrénie et dans la dépression. C'est pour ça qu'on peut parfois les confondre. Donc la dissociation, qui est relativement connue effectivement grâce à toutes ces personnes sur TikTok, effectivement, voilà, pour notre plus grand malheur je pense. Donc ça va être représenté par la perte d'unité de l'individu au niveau de la pensée, de l'affectivité, de la communication et du comportement. Donc au niveau de la pensée, on va observer un déficit de l'attention et de la concentration. J'ai du mal avec les en. Okay. Une altération du cours de la pensée, des troubles du langage, donc ça peut être au niveau de la prononciation, voilà, comme certaines ce soir, du timbre de la voix, le sens des mots qui peut être détourné. On va vouloir dire quelque chose, on va utiliser un certain mot mais qui n'aura rien à voir en fait, ça ne voudra pas du tout dire le sens qu'on voulait porter à la phrase à la base. Il peut y avoir des discordances dans l'expression verbale, donc ça veut dire que la personne elle peut répondre totalement à côté d'une question qui à la base était très simple. Voilà. Donc moi j'ai peut-être des troubles de la pensée, c'est peut-être ça. Et c'est là que les sectes viennent faire leur beurre en mode coucou, tu as fait une question sans réponse, c'est normal, c'est le... Voilà, par exemple. Mais c'est là aussi, enfin bref, oui, oui, les sectes ou tout groupe qui vont vouloir te faire rentrer dans des cases. Voilà. Donc, là on a vu donc au niveau de la pensée, au niveau de l'affectif, on va noter un certain détachement, une indifférence, une froideur affective au niveau du contact, mais qui peut aussi être à l'extrême opposé, avec des expériences affectives qui vont être très intenses à l'inverse. Donc soit une froideur totale, soit un petit peu trop. On peut noter aussi une certaine lenteur dans les réactions émotionnelles, un désintérêt pour les activités, des réactions émotives inappropriées et imprévisibles. L'exemple typique, c'est se mettre à rire à un enterrement. Les personnes qui font ça ne sont pas forcément psychotiques, ça va bien plus loin que ça, mais c'est pour imaginer l'exemple. Et donc des réactions émotives inappropriées et imprévisibles, et des affects violents qui vont être intenses face à la frustration. Ça c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui sont intolérants à la frustration. On n'est pas dans la schizophrénie, attention. Ce sont juste tout ça, plein de petits points qui caractérisent la dissociation, en l'occurrence. Ou qui veulent te faire entrer des cas d'un exemple, madame. Alors, au niveau comportemental, Katsu, on se concentre. On va noter un retrait par rapport à autrui, une absence d'initiative. En fait, la personne, elle va être vraiment dans l'indécision. Elle se laisse porter. Voilà, elle se laisse porter, elle se laisse vivre, si on peut dire ça comme ça. Il va pouvoir présenter des stéréotypies. Donc les stéréotypies, ça peut être des répétitions inlassables d'un même geste. Et aussi des attitudes contradictoires. Donc justement, des gestes contraires à l'attention supposée. Voilà, truc encore qui n'a rien à voir. En fait, on est vraiment dans un décalage avec ce qui est attendu ou ce qui devrait réellement se passer.
Et aussi, il peut y avoir une négligence corporelle, voire également un refus de s'alimenter. Ça veut dire une personne qui ne va pas se doucher, qui va pas prendre soin d'elle et qui ne va plus vouloir s'alimenter. C'est dangereux, c'est en mode rien. Bon voilà, c'est pas pour autant que Katsu est en phase de psychose. Lors des moments de délire, alors ça va être variable et ça peut être sur différents thèmes. On peut avoir des délires de persécution, des délires sur les thèmes religieux ou surnaturels. Enfin voilà, c'est on va dire les plus connus. Donc délire de persécution, quelqu'un veut le tuer, quelqu'un le suit, quelqu'un est chez lui et veut. Enfin voilà, ça peut être vraiment. Voilà, on se sent persécuté par la terre entière. Et dans les thèmes religieux, voilà, Dieu me parle, je suis en contact avec Jésus, je suis le nouveau Messie, enfin voilà, tout ce genre de choses. Ça peut vous parler aussi, on en entend pas mal. Et donc, durant ces phases de retrait, l'individu va se reconstituer en fait un monde intérieur totalement hermétique à autrui. Donc il va être totalement fermé aux autres, il va être dans son monde, cette néo-réalité qu'il s'est créée dans son esprit, voilà, avec les anges et les papillons et tout ça, tout ça. Bon, les papillons, c'est encore trop mignon, je crois. Enfin, concernant les délires chroniques, là aussi, c'est une pathologie qui pourrait ressembler à la schizophrénie, parce qu'il y a du délire dedans, et il y a un caractère chronique. Mais ici, en fait, dans les délires chroniques, le rapport à la réalité, il est préservé. Préservé. Oula. Sauf justement dans les moments de délire. D'accord? C'est pour ça que c'est des délires chroniques. On délire un peu et on redélire plus. Vous voyez un peu l'idée. Donc là, en fait, la personne, elle va totalement adhérer à ces idées délirantes, mais elle va quand même garder une perception conforme de la réalité. Elle délire, mais pas trop. Et donc, le délire, en fait, il va faire suite généralement à un échec professionnel, émotionnel, ou suite à une expérience de frustration ou de rejet. Voilà. Ne sont pas des... Oh, ça, je sais pas. Je sais pas, Katsu, pour le coup. Alors maintenant, on va passer aux états limites. On a 3 questions. Alors, où se situe l'état limite dans la classification des troubles psychiques? Entre la névrose et les troubles bipolaires, entre la dépression et l'anxiété, entre la névrose et la psychose, ou entre la névrose et l'anxiété. Donc, pour peut-être vous aider, nous avons vu la névrose, nous avons vu la psychose, et à présent, on voit les états limites. Alors, où c'est qui se situe dans cette classification? Ça peut se comparer à une forme d'autisme. Quoi donc? Le délire? Non. Non. L'autisme, ça a quand même rien à voir. L'autisme, une personne autiste, effectivement, elle va se créer aussi son propre monde intérieur. L'autiste, il va être hermétique au monde extérieur. Et encore, attention, parce que l'autisme, il y a énormément de, j'ai envie de dire formes, mais c'est pas vraiment ça, mais tous les autistes ne sont pas pareils, en fait. Mais concernant en tout cas le fait d'être hermétique au monde extérieur, d'être hermétique aux émotions, tout ça oui, ça peut se retrouver à ce niveau-là. Et coucou Ziglo, comment ça va? En retard comme toujours, mais il le veut son fouet, c'est pour ça. Ok, tu as raison de poser des questions. Voilà, j'avais raison pour Ziglo. Alors, donc, effectivement, les états limites, c'est entre la névrose et la psychose. On va expliquer après. Deuxième question. En quoi l'état limite se distingue-t-il de la psychose? Donc, l'individu ne parvient plus à comprendre ses émotions, l'individu vit dans une réalité alternée, il garde le contact avec la réalité ou il perd totalement le contact avec la réalité. Donc, pourquoi l'état limite n'est pas la psychose, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans l'état limite? Exactement. Ok, bien joué. Très bien. Et dernière question, comment est caractérisé l'état limite? C'est un état provisoire où la psychose est dépassée et la névrose pas encore atteinte. C'est comme une forme de névrose sévère sans contact avec la réalité. C'est comme un trouble psychotique chronique ou c'est comme un trouble de la personnalité de longue durée.
lis en haut, vous avez je lis en haut. Je lis. Attends, ah, non, je ne l'ai pas. Donc effectivement, c'est un état provisoire où la psychose est dépassée et la névrose pas encore atteinte. Alors, euh, ah, oui, si, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Oui, oui, c'est bon, je l'ai. Bon, donc, entre la névrose et la psychose se situe l'état limite. Donc, il se distingue de la psychose, car la personne, là, elle va garder le contact avec la réalité, tandis que dans la psychose, on n'a plus ce contact avec la réalité. Et donc, ce serait un état provisoire où la psychose est dépassée, mais la névrose n'est pas encore atteinte. Donc là, la personne, en fait, elle va vivre dans une angoisse permanente. C'est pas génial. Elle va avoir des phobies, des idées obsédantes, des hallucinations sensorielles, une peur de la maladie. Il va être dans un état de dépression permanente, empli d'un sentiment de vide et d'ennui. Et il peut aussi connaître des conduites sexuelles chaotiques. Pour moi, je me dis c'est un peu un mix des deux, un peu un mix de psychose et de névrose, voilà, c'est au milieu, voilà, c'est un peu un mix de tout. Ben, c'est déjà très bien, Katsu, bravo. Donc, chez la personne à état limite, on va observer une profonde faille narcissique. Sa vie affective, elle est superficielle. En fait, il a besoin d'être admiré et il méprise les autres. Voilà, lui, il est meilleur que tout le monde, voilà. L'autre, il va vraiment l'exploiter, ça va être un objet pour lui. Et cette faille narcissique, elle va produire chez lui une insécurité intérieure. Il ne sera jamais satisfait par autrui, parce qu'il ne sera jamais à la hauteur de son idéalisation. L'image qui se fait des autres, ce qu'il idéalise. Voilà, il s'imagine voilà, le top du top. Donc les gens ne seront jamais à sa hauteur, puisque ils ne peuvent pas atteindre cette perfection qu'il attend des autres. Il va ressentir un vide intérieur dont il va avoir horreur, et c'est pour ça qu'il ne va pas se détacher de son objet. Il va en être dépendant pour pas se retrouver dans le vide. Mais en même temps, il s'y plaît pas non plus, donc c'est un peu compliqué. Hein. Mais l'autre, en fait, il sera jamais à la bonne distance. S'il s'approche, il va être trop près, et s'il s'éloigne, il va être trop loin. Bon, il est jamais content. Un peu relou l'état limite. Hein. Et enfin, il peut avoir de nombreuses conduites autodestructrices. Donc, dans l'automutilation, par exemple, le but, ça sera de ressentir la douleur du corps qui va permettre de donner une limite à sa psyché. Et donc, la douleur donne une limite au sentiment d'exister et ça fait taire l'angoisse. Et voilà, on se fait mal pour ressentir autre chose et ne plus angoisser. Oh là là, effectivement, il est en forme, Ziglo. C'est pas trop le fait, c'est juste un casque. Oh, oui, on peut dire ça aussi. Alors là, je vais vous parler. On passe au nouveau. Oh non, il y a un petit peu de tout, c'est un peu mélangé. On va faire un petit mécanisme de défense. Et puis, oui, si, on passe sur les mécanismes de défense maintenant. Donc, on a le mécanisme de régression. Donc, la régression, comme le refoulement, qu'on a vu la semaine dernière, hein, ça va être un mécanisme de défense. Je vous rappelle ce que c'est qu'un mécanisme de défense. C'est un processus psychique qui a pour fonction l'organisation et le maintien des conditions psychiques optimales qui vont aider le moi du sujet à affronter et à éviter l'angoisse et le malaise psychique. Et donc de ce fait, il va participer aux tentatives d'élaboration du conflit psychique, mais quand c'est utilisé excessivement ou de manière inappropriée, ça peut compromettre la croissance psychique. Hein, voilà. Un mécanisme de défense, c'est bien parce que ça nous protège, mais quand il y en a trop, c'est pas bon, on n'évolue plus et on stagne d'une certaine façon. Genre ceux qui se la jouent bébé, la régression. C'est la prochaine question. Que fait le sujet lors d'une régression psychique ? Il se retire complètement de la réalité, il agit de manière impulsive sans réfléchir, il refuse de prendre des décisions importantes, ou il cherche à résoudre un conflit en revenant à un stade précoce.
Ok, effectivement. Donc, Katsu, tu avais donné l'indice en quelque sorte, hein. Effectivement, donc face à certaines relations conflictuelles, quand il y a un conflit qui arrive, bah, le sujet, là, par la régression, il va chercher à résoudre ce conflit en revenant à un stade précoce. Ça veut dire qu'en fait, sa libido, elle va retourner à un stade où elle avait trouvé une gratification, soit un retour à un plaisir infantile. Il régresse vraiment à un niveau, voilà, ceux qui se la jouent bébé, comme disait Katsu. En fait, c'est un mécanisme qu'on va retrouver dans les névroses. Et si la régression devient de plus en plus forte, l'individu va pouvoir se rapprocher de la psychose. Parce que là, clairement, il va se déconnecter de plus en plus de la réalité. Parce que là, admettons, la réalité, c'est qu'il est adulte. Mais quand on se la joue bébé, pour reprendre les termes de Katsu, si on y reste un petit peu trop longtemps, on va finir par y adhérer et rester coincé dans cette réalité-là. Et donc, on va prendre un autre exemple un petit peu plus, enfin, un petit peu plus parlant. Cet exemple-là est très parlant, attention, mais pas très commun, je l'espère. Là, c'est quelque chose qui risque de vous parler un petit peu à tous. On va prendre l'exemple d'une situation qui est plus, enfin, de la vie quotidienne. Admettons, au travail, c'est pas le top du top. Ça, déjà, la situation, ça peut parler à beaucoup de monde. Et un matin, bah, vous allez tomber malade. Donc, vous pourriez aller travailler, mais bon, non, flemme. Vous allez rester chez vous. Mais vous allez rester chez vous avec ce même besoin qui va remonter à votre enfance, qui est celui qu'on s'occupe de vous et qu'on vous procure des soins et de l'attention. Je suis malade, je vais rester chez moi, on va s'occuper de moi, on va s'occuper de mon bien-être, voilà, on va se faire chouchouter, voilà. Donc, on se retrouve là dans un stade infantile dans lequel, ben, par le passé, on se sentait en sécurité. Voilà. Ça, euh, c'est ce que j'appelle quand on en parle souvent, ça va être les bénéfices secondaires. En fait, on tombe malade, ça fait chier, mais à côté, l'avantage, c'est qu'on va s'occuper de nous, qu'on va nous apporter quelque chose qui va nous faire du bien. Euh, Je fais ça comment? Je bosse avec une otite alors que je porte un casque audio, je dirais best move. Oui, voilà, voilà. Donc non, toi, bon, après, tu ferais mieux de rester chez toi. T'es pas obligé de régresser pour autant, mais là, c'est prendre soin de toi, tout simplement. Faut demander à la voisine. Ah, de s'occuper de toi? Tu peux, tu peux. Alors, on passe à deux questions. Il y a un autre mécanisme. Qu'est-ce qu'un lapsus? C'est un rêve qui se répète chaque nuit. C'est un acte volontairement commis pour attirer l'attention. C'est une erreur commise lorsqu'on parle ou qu'on écrit. Ou c'est une pensée répétée sans signification. Pendant la gastro, je suis pas sûre. C'est un peu le cas des enfants uniques. Ouais, pourquoi? Enfant unique ou pas, peu importe, je pense. Effectivement. On fait la deuxième question et on va développer. Selon Freud, que représente le lapsus? Ça va refléter un simple accident de parole sans signification psychologique. C'est le signe d'un désir ou d'une pensée refoulée qui s'exprime inconsciemment. C'est la manifestation d'un trouble mental grave ou c'est lié à des troubles de la mémoire ou de l'attention. Quel enfer. Sinon ça va, Ziglo? T'as passé une bonne journée? Tu n'as pas trop chaud? Comment ça va? Ok, effectivement. Donc, les lapsus et actes manqués. Vu la gueule de certains. Ok. Donc, le lapsus, il va être considéré comme un acte manqué. Ça va être une erreur commise lorsqu'on parle ou qu'on écrit, et ça serait le signe d'un désir ou d'une pensée refoulée qui s'exprime de façon inconsciente et qu'on voulait à la base pas partager. Voilà. Et ça peut être souvent gênant. Et donc on parle souvent d'un parler vrai de l'inconscient. C'est l'inconscient qui s'exprime pour nous et qui dirait la vérité. Pour l'acte manqué, on dit souvent qu'un acte manqué, finalement, c'est un acte réussi. Parce que du coup, on fait quelque chose qu'on souhaite au fond, mais qu'on voulait pas. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Je suis un peu dans ma cave. Ah, dans ta cave?
Ça, non, rappelle-toi que je... Non, rappelle-toi que je vis un jour avant. Bah, du coup, là, je ne vous suis pas du tout. Donc, par le lapsus, on va constater en fait que nos pulsions elles sont plus fortes que notre conscient, bah, car elles vont arriver à le déjouer, ce conscient, par le biais de l'expression, qui est le lapsus. Donc, généralement, comme toujours avec Freud, n'est-ce pas, bah, cette pulsion refoulée, elle a soit un aspect sexuel, soit un aspect hostile, ou même les deux. Voilà. Et donc, le lapsus, il serait révélateur d'intentions inavouées de l'individu. Si, ça rêve de maman, mais ben oui, j'ai compris de quoi il parle, de quoi vous parliez, mais je l'ai pas. Elle a vu en plus, je crois, on a dû envoyer. Ah bon? Je sais pas. Je sais plus, ça me dit rien. Et donc, ben, le lapsus, il va se révéler généralement avec la fatigue, le stress, qui vont laisser l'inconscient ben, prendre un petit peu plus de terrain, qui vont ben, du coup nous laisser bien gênés ou honteux ben, d'avoir été trahis par nos propres désirs devant autrui. Voilà. Ça va un effet au niveau à haut. Ah oui, mais je déteste South Park, il me fatigue, donc voilà, si ça a été envoyé récemment, je ne l'ai pas vu. Voilà, parce que je les squeeze les vidéos de South Park, je les regarde pas. Voilà, c'est dit. On passe à un prochain mécanisme, on va dire ça comme ça. Que signifie la somatisation? C'est l'acte de transformer des pensées en rêves prémonitoires, c'est l'incapacité à exprimer ses émotions verbalement, c'est l'expression physique d'une douleur physique sans cause apparente, ou c'est le fait d'exprimer certaines émotions sur un organe du corps. Ah ben voilà, au moins tout le monde a mis un petit peu de tout. Bien joué. Deuxième question. Dans le processus de somatisation, quel rôle joue le corps? Il devient le moyen et le lieu de décharge des pulsions, il est utilisé comme un moyen d'expression verbale, il sert uniquement à manifester des symptômes physiques réels, ou il représente le lieu de transformation des émotions en pensée claire. Oui, d'accord, Ziglo. Tu vois, j'ai mis ici. Je sais pas. Non, je pense pas. Désolée. Un mec qui a le tétanos. Qui a le tétanos, tu trouves? C'était l'image qui symbolisait l'hystérie, il me semble. Donc effectivement, bien joué. C'est bien, on passe premier. On peut en dire, mais pas avec tout le monde. Mais, bah, tu dis, je peux même pas relever. Donc, la somatisation, c'est le fait d'exprimer donc certaines émotions, pensées sur un organe du corps. Le corps, il va devenir le moyen et le lieu de décharge des pulsions, ce qui pourra entraîner à plus ou moins long terme une détérioration de l'organe choisi. C'est pour ça que c'est important d'aller voir des psys pour travailler sur tout ça et pour éviter que ça se détériore encore plus. Parce que, donc, lorsqu'on va soigner l'organe, on va... Ouh là là! Quand on soigne l'organe, on va juste soigner le symptôme. Et donc, les troubles, ils vont disparaître provisoirement ou ils vont se déplacer sur une autre partie du corps. Et donc, dans ces cas-là, il est nécessaire de remonter à la source du conflit originel. Donc, c'est cool de soigner l'organe, mais c'est cool aussi d'essayer de soigner l'esprit pour éviter que ça se poursuive. Se tendre. Oui, oui, oui. Mais du coup, c'était une image de l'hystérie, mais possible. Enfin, nous sommes d'accord que cela provoque chez toi cette idée. Y a pas de souci. Que ça va s'apparaître de là, habituellement, c'est pas. Ah ouais, c'est pas gravé. Mais oui, 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 tout à fait. Ah oui, oui, oui. Ah non. Concernant cette phrase de déploie, il y a dessus, comme ça. Oui, 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 oui. Après, non, mais t'as entièrement raison, hein, ça c'est sûr, je relis en même temps, mais oui, oui, mais après on est entièrement d'accord. Hein. Nous, l'humour qu'on se partage, il fera pas rire tout le monde non plus, tu vois? Si tu vois ce que je veux te dire. Donc, on passe maintenant à l'idéalisation. Donc ça, c'est quand même un mécanisme dont on a beaucoup parlé, on le retrouve quand même souvent. Donc ça va être un mécanisme de défense du moi. Et donc au départ, en fait, on va idéaliser nos parents et ça va être un passage nécessaire dans le développement de l'enfant. Hein. Ça va permettre de maintenir les liens d'amour et de protection avec eux.
Et ça va être nécessaire pour que le psychisme de l'enfant se construise narcissiquement par l'intermédiaire des identifications. D'accord? Parce que comme vous le savez, on s'identifie à nos parents durant notre développement. Donc c'est quand même mieux effectivement de les idéaliser. Voilà, c'est plus cool pour du coup s'identifier. Donc, que se passe-t-il dans l'idéalisation? L'objet investi devient inaccessible et hors de portée. L'objet investi est surestimé, il est indifférent et neutre, ou il est sous-estimé. Je suis les cheveux au vent avec son lentille. Oui, pas du tout, c'est pas drôle les blagues. Ah, d'accord, c'est des points de... sur l'Aude. Oui, voilà, sur l'Aude, on rigole beaucoup sur l'Aude. Vous savez qu'il y a un gros incendie en ce moment. Je sais pas s'il a été éteint d'ailleurs. J'ai vu ça aux infos ce matin, ça m'a fait drôle. Hein. Donc oui, tout à fait. Bon, oui, l'objet investi est surestimé. Deuxième question. Pourquoi idéalise-t-on un objet ou une personne? Pour créer une illusion de perfection permanente, pour se défendre contre des pensées logiques et rationnelles, pour éviter de subir une réalité trop pénible ou pour obtenir un contrôle total sur cet objet ou cette personne. Où ça l'incendie C'était à... Merde, j'ai plus le nom. Mais c'était vers Narbonne, tout ça, par là. En fait, c'est un gars, un traiteur qui est parti du marché, il avait mal éteint son barbecue, et il y a des braises qui sont tombées sur la route. Hein. Très intelligent, monsieur, surtout que cette autoroute, enfin, tu le sais, quoi, que tout l'été, c'est la merde au niveau des incendies, mais voilà. J'imagine si on prend pas pourquoi il a pas fait ça. Mais oui, mais il veut savoir où, exactement. Enfin, je pense. J'espère, sinon il est très teubé, ce pauvre Ziglo. Il faut l'aider. Ça, c'est une balle perdue, alors qu'il avait compris. Le pauvre. Pardon. Bisous. Ok. Donc, dans l'idéalisation, l'objet investi, donc là, en l'occurrence, l'exemple, c'était les parents, il n'est pas perçu dans sa réalité. Il va être surestimé, ses valeurs sont transformées, il est idéalisé. On ne le voit pas tel qu'il est. On le voit en plus, en mode premium. Et donc, ça, ce mécanisme, on en a beaucoup parlé déjà, et on le retrouve donc dans le couple. On en a parlé et reparlé. Hein. Bisané, voilà, c'est ça, Bisané. J'avais Vincent en tête, mais c'est Bisané, merci. Donc, dans le couple, on va observer une surestimation sexuelle. Le jugement de la personne aimée est faussé, et la personne qu'on aime, enfin, on va l'aimer, pas pour ce qu'elle est réellement, mais pour ce qu'on trouve en lui, en fait. Comment dire? Chez lui, chez la personne qu'on aime, on va retrouver des parties de nous qu'on aime, ou des parties chez lui. Attendez, je suis en train de m'embrouiller. Qu'on aimerait nous-mêmes avoir. Donc en fait, on l'aime pas pour ce qu'il est. On l'aime pour ce qu'il nous reflète, qu'on aime chez nous, ou qu'on aimerait, à laquelle on aimerait ressembler. Je pense que je vous ai perdu là. Mais bon, voilà. Non, c'est plus une balle, là, c'est une roquette. Mais non, on va les mettre sur une étoile sur... Ok, merci. Mais du coup, donc, pourquoi on idéalise? Comme pour tous les mécanismes de défense, hein, ça va être pour éviter de souffrir. En idéalisant, on fuit le réel, on va éviter de subir une réalité trop pénible, et ce processus, il va permettre de calmer les angoisses. On va prendre malheureusement un exemple assez parlant, mais le cas des femmes battues, ou des hommes battus, attention, évidemment. Pourquoi on reste? Pourquoi on part pas? Il y a de l'idéalisation dans tout ça. Ah ok, il y a tout ça, mais je peux pas vivre sans lui. Ah, il m'a beaucoup apporté quand même. Ah, il est pas toujours comme ça. On idéalise vraiment la personne. Et du coup, ça nous évite de trop souffrir. On fuit le réel, clairement. Et ça nous permet de moins subir cette réalité qui peut être assez plus que pénible, hein, n'est-ce pas? C'est assez narcissique. De là à dire qu'on aimerait coucher avec soi, je suis pas sûre, mais oui, c'est un peu ça. En fait, ouais, on aime l'autre parce que il va avoir des qualités dont on rêve, nous, d'avoir, tu vois. Mais coucher avec soi, c'est un concept assez complexe, je trouve. Hmm.
On passe à un autre mécanisme. Pourquoi la sublimation est un mécanisme de défense considéré comme mature? Parce qu'il réprime totalement la souffrance sans la traiter, parce qu'il est animé par de bonnes intentions, parce qu'il exprime les pulsions sans aucune contrainte sociale, ou parce que la souffrance est niée et ignorée complètement. Parasocial. Pourquoi parasocial déjà? Et est-ce qu'on m'idéalise? Peut-être. Je sais pas. Katsu par exemple, il va se manger un retour à la réalité en septembre, il va pas s'en remettre. Ah, j'espère pas. Mon dieu, imaginez. On fera un live bilan en septembre. C'était une bénin, tu peux essayer de... Oh, mais ça suffit. Donc, ok. Ok, la sublimation. On continue avec une deuxième question sur la sublimation. Quel est le résultat de la sublimation? Ben, si tu m'idéalises actuellement, imagine dans la réalité. Peut-être que tu m'auras trop idéalisé. On ne sait pas, mais peut-être pas. Parce que c'est Julie, quoi. Bref. Donc, résultat de la sublimation. On transforme sa souffrance en action créative ou socialement acceptable. On la projette sur les autres pour la rendre plus supportable. On élimine la souffrance en l'ignorant. Ok, bien joué. Donc, la sublimation. Julie qui va du rire au dégoût. Mais pourquoi du rire au dégoût? Pourquoi du rire au dégoût? Donc, sublimation, mécanisme de défense qu'on qualifie de mature, parce qu'il va être animé de bonnes intentions. La sublimation, voilà, c'est un mécanisme de défense qui est plutôt sympa, voilà, par rapport aux autres. Donc ici, l'angoisse de l'individu, elle va être sublimée, donc dans la culture ou le sport, par exemple. En fait, c'est un processus qui détourne la pulsion sexuelle de son objet sexuel pour investir des activités humaines. Donc l'individu, il sublime ses pulsions en s'investissant dans un objet qui sera valorisé socialement. Il transforme sa souffrance. Donc on a cet exemple donc de l'expression artistique. Donc l'art, ça mobilise clairement nos émotions, ça permet de représenter nos aspects conscients et inconscients. Mais il n'y a pas que l'art qui est concerné par la sublimation, hein. Il y a la technologie, et au quotidien, bah, ça peut nous aider à sortir de notre angoisse bah, par le biais des films ou des séries, par exemple. Voilà, c'est des petits exemples de sublimation. Tu aimes les femmes dirigistes? C'est pas dans les projets, mais par contre, comment tu sais le seul moyen, c'est d'homme? Quoi? C'est pas dans le projet, mais qu'est-ce qui n'est pas dans le projet? Mais par contre, comment tu sais le seul moyen, c'est d'avoir testé? Tu parles de la baignoire, là? J'espère pas, hein. Ok, on passe à un autre mécanisme dont il n'y a pas de question. Le déplacement. Donc dans le déplacement, la pulsion, qui est initialement dirigée vers un but, bah, va être déplacée vers un but qui sera plus acceptable. L'affect, il va être associé à une représentation qui semble dangereuse, et celle-ci, elle sera alors mise sous une forme moins menaçante pour pouvoir bah, quand même se défouler. On a l'exemple bah, d'une personne qui va vous confier par exemple bah, que ça se passe pas très bien dans son couple, mais qu'elle vous en parle à vous, car bah, si elle en parlait à son partenaire, bah, il le prendrait mal. Bon, c'est un exemple, hein. On peut débattre sur l'exemple après, hein. Et donc, cette personne, ça va lui permettre d'évacuer son sentiment désagréable, tout en évitant bah, le conflit qui aurait été certainement plus compliqué en parlant avec son conjoint. Mais le problème, là, on l'a juste déplacé. Il n'est pas résolu. Vous l'avez bien compris. C'est pas en parlant des problèmes avec une personne qui est pas du tout concernée que le problème va s'arranger. Mais donc, le déplacement, ça reste vraiment un mécanisme de défense qui va permettre de se protéger. Parce que, ben, par exemple, dans cet exemple, la personne elle a peur du conflit, elle ne veut pas se disputer, tout ça, tout ça. Mais ça ne règle pas son problème du tout. En vrai, oui, je préfère les gens qui prennent des armes. Moi, j'en prends, mais je me porte. Vous avez entendu parler, il y a même un personne qui est mort étouffé. Quoi? On parle toujours de ta baignoire? Ah, si je prends là-bas, et là, pas dans le promo, mais comment? Ah, ça va être visite de Nice au pas de course dès 8h.
Le pauvre. Bordel, la pendule et la gueule de la personne qui déroule le corps. Ah ouais, non, mais c'est clair. Bon, prochain mécanisme. On est sur la fin. Que signifie la projection dans les mécanismes de défense? C'est rejeter toute responsabilité sur les autres pour échapper à la culpabilité, c'est analyser ses pulsions de manière consciente pour les comprendre, attribuer à autrui les pulsions inacceptables pour soi-même, ou remplacer pulsions inacceptables par actions socialement acceptables. Ok, la projection. Celui qui va s'inquiéter quand il va dormir encore 11 heures. Mais surtout qu'en plus, il est décalé, le pauvre. Donc, je sais pas trop comment on va s'organiser. Après, il faut pas oublier que ça sera ma semaine de vacances aussi. Parce que je prends pas de vacances de l'été. Donc là, ça sera mes premières vacances depuis. On est parti quand en avril? Ouais, début, fin avril, je sais plus trop. Donc, j'aurai envie de me reposer aussi. Donc, qu'il ne s'inquiète pas. Voilà. On partira à 8h30 plutôt que 8h. Pas vrai, pas vrai, pas vrai. Donc la projection, c'est un mécanisme de défense que là, on va qualifier plutôt d'immature, au contraire donc de la sublimation qui est plutôt mature. Donc ça va être le fait d'attribuer à quelqu'un d'autre des pulsions qui sont inacceptables pour soi-même. Et donc là, on a l'exemple d'une personne qu'on déteste. Ok? Ça peut peut-être vous parler à tous. Il y a tous une personne qu'on déteste. On va la détester, mais c'est inacceptable pour nous de le penser. Alors on va retourner la situation et plutôt penser que c'est elle qui nous déteste. Et donc du coup, vu qu'elle nous déteste, on peut la haïr sans culpabilité. Voilà. Donc, au niveau psychopathologique, la projection, c'est la défense caractéristique dans la paranoïa, d'accord? Elle est une partie du moi qui est source de déplaisir et de danger. Et donc, comme l'angoisse ou la culpabilité, la projection elle fait partie des réactions archaïques qui apparaissent dès les premiers stades de développement de l'enfant, et elles sont ensuite domestiquées par le moi qui les utilise dans un but défensif. Et la projection, elle est souvent liée au regard et au narcissisme. Voilà. Qui va ronfler. Les vacances, tu dormiras au moins jusqu'à 8h15, Julie. Je l'espère, hein. Je l'espère. Déjà, en ce moment, le week-end, j'arrive à me rendormir jusqu'à 8h. Donc, j'espère que les vacances, genre une personne avec un prénom horaire. Euh... Des personnes qu'on déteste. Ok, oui. Romain, Romuald, Romain, je n'en dirai pas plus. Allez, prochain mécanisme. Dans la compensation, que fait l'individu? Il refoule complètement le sentiment dans l'inconscient, il nie le sentiment intolérable et fait comme s'il n'existait pas, il remplace un sentiment intolérable par un autre plus supportable, ou il projette le sentiment sur une autre personne. Ok, bien joué, bien joué, un sans faute. Donc, dans la compensation, on va remplacer un sentiment intolérable par un autre qui est plus supportable. Et donc, généralement, ça va être un individu qui va se sentir inférieur ou qui va ressentir une insuffisance à un quelconque niveau. Et donc, il va utiliser la compensation pour combler cette frustration dans le but d'améliorer l'image qu'il a de lui-même et de ce qu'il va projeter aux autres. Donc, on est quand même assez nombreux à utiliser ce type de défense au quotidien. On va avoir des exemples de toutes sortes. Notamment, par exemple, les hommes qui sont pas satisfaits sexuellement et qui, pour compenser, vont se masturber compulsivement sur du porno. Autre exemple, un bourreau de travail qui va essayer de compenser une vie familiale insatisfaisante, donc il va tout reporter sur le travail. Un fumeur qui, pour enrayer sa mauvaise habitude, va essayer de faire du sport et de manger plus sainement. Toutes ces personnes-là, en fait, elles vont se concentrer sur leur nouveau but à atteindre, ce qui va les aider à oublier leur véritable problème. Donc, il se crée alors une nouvelle image d'eux-mêmes, qui va être plutôt positive, mais qui reste cependant très fragile et vulnérable. Parce qu'encore une fois, on masque le problème. On ne travaille pas dessus, on le masque contre autre chose. Donc,
La simple compensation en soi, c'est pas problématique, parce qu'on va être naturellement programmé pour compenser les pertes. Par exemple, lors d'une blessure ou d'une maladie, hein, le corps y compense. Avec l'entrée dans un âge plus avancé, il va y avoir diverses stratégies qui nous permettent de compenser aussi les déficits normaux qui sont liés à l'âge pour garder notre efficacité. Tout ça, ça va être OK. Mais la compensation, elle va devenir plus problématique lorsque nos faiblesses ou nos lacunes, elles ne sont pas reconnues et qu'on essaye de les cacher en développant d'autres compétences pour augmenter artificiellement notre estime de soi. Parce qu'encore une fois, c'est pas réel ce qui se passe. C'est on masque, on cache sans travailler sur le problème qui est central. Donc compenser, c'est OK, mais de façon intelligente. Et donc, c'est quoi compenser de façon intelligente? Ça va être en étant conscient de nos lacunes, de nos faiblesses, de les accepter comme faisant partie de notre identité. Et à partir de là, OK, on peut partir sur autre chose, travailler différemment, mais tout en gardant à l'esprit que voilà, on a un problème principal sur lequel travailler. Là, c'est moi, non, je rentre pas dans le cadre. Tu te retrouves pas devant les bébés Yoda, c'est une légende, ça, les Steve. Et puis si tu vas rentrer, faire j'ai d'autres caméras en plus, hein. Et puis si tu vas rentrer, c'est large, hein. T'inquiète pas, t'inquiète pas. On va peut-être se faire un live react, hein, tous ensemble. On va voir, hein. Allez, le dernier mécanisme et je vous laisse tranquille. Que fait l'individu dans le mécanisme de défense du déni? Il refuse d'accepter la réalité, il projette ses émotions sur les autres pour mieux les gérer, il accepte pleinement la réalité sans remise en question, ou il cherche à comprendre et à rationaliser la situation. Ok. J'en rajoute, mais non. Mais non, mais oh non, mais arrêtez ce... Non, mais non, mais non. Mais parce que... Mais que ce soit Katsu ou n'importe qui d'autre. Sans déconner. Quand on avait fait le live react pour Halloween, on était serrés. Ah, le guide suprême. Donc, peu importe qui. Sans déconner. Katsu, il aime pas le contact. Il va pas se coller à moi. Ok, je suis premier. En partant du bas. Non, c'est pas du déni. Parce que tu l'acceptes, la réalité. Tu fais de l'humour. Tu sublimes, je dirais peut-être. Parce qu'effectivement, tu es premier. Et ça, c'est une perception des choses, tu vois. Il n'y a pas qu'une vérité, il y en a plusieurs. Donc c'est vrai que tu es premier, mais pas premier comme la majorité pourrait l'entendre. On fait la deuxième question. Je vous fais le blabla et ensuite on verra le podium. Quel est l'effet du déni sur l'individu? Il aide à exprimer les émotions de manière plus authentique, il empêche l'individu de ressentir toute émotion, il permet d'amortir un choc ou il conduit à une prise de conscience rapide de la réalité. Il a du sable plein les oreilles. Oui? Est-ce que je peux lâcher sur la flûte? Je sais pas. Elle est technique celle-là. Alors moi je pense l'avoir, mais peut-être pas du coup. Ok. Ok, mais bravo à la personne qui a trouvé la bonne réponse. Donc le déni, c'est un mécanisme de défense où l'individu va refuser d'accepter la réalité. Ça permet, encore une fois, de protéger la personne face à une réalité qui est angoissante et qui pourrait sinon provoquer un effondrement psychique. À l'image de mur, d'accord, vous avez un mur, le déni, il va permettre d'amortir un choc. Donc, c'est un mécanisme qu'on va tous utiliser en fait sans nous en rendre compte parfois, à l'annonce d'une nouvelle qui sera généralement désagréable. On peut tous s'écrier oh non, mon Dieu, c'est pas vrai, oh là là, avec l'idée que si on ne reconnaît pas l'événement, ça se produit pas comme une pensée magique. Sauf que bon, voilà, on sait tous que si, mais voilà, c'est presque un réflexe parfois de réagir de cette façon-là face à un événement. Mais parfois, le déni va être massif, comme dans l'alcoolisme, par exemple. Donc là, dans ces cas-là, la personne elle va se protéger de sa réalité, ce qui va lui permettre de conserver une bonne image d'elle-même. Mais là, le déni, il va l'empêcher aussi de prendre conscience de son trouble et donc de se soigner.
Et donc, dans ce cas de figure, souvent, le fonctionnement familial, là on va parler de la famille entièrement, il va être basé sur le déni, où chaque membre vit dans une autre réalité, déniant totalement l'alcoolisme d'un de ses membres. Donc le déni, il peut aussi conduire à nier nos limites physiques. Donc prenons l'exemple d'un individu qui est fatigué ou qui est malade. Celui-ci, il ne cessera jamais d'être dans l'hyperactivité, avec une addiction au sport ou au travail, ou même parfois les deux. Mais à force de tirer sur l'utilisation du déni, celui-ci il a ses limites. Et il va arriver forcément à un moment donné l'effondrement. Et donc, pour sortir de ce déni, une remise en question est nécessaire évidemment, mais ça peut aussi être assez difficile parce qu'une personne qui est dans le déni, elle a rarement conscience qu'elle est dans cette situation. Donc, il sera nécessaire d'avoir une grande ouverture d'esprit, mais surtout une certaine volonté d'avancer. Voilà. Donc, nous sommes en 3e place, le Macaro Superstar, suivi de l'Oursin Jaune, et en 1re place, nous avons Like Always, le Dove Rigolo. Et enfin, suivi de Le Montre Pas. Mais du coup, de notre petit Nico, je crois. Bien joué à vous. Donc on se remet comme ça et je vais lire vos bêtises dans le chat. Alors. Non, je fais pire. Comment ça, tu fais pire? Comme dans la grossesse. Le déni de grossesse, ça c'est autre chose encore. Bien plus complexe. Ce qui est compte, effectivement, le choc est plus grand au bout de 9 mois. Oui, oui, mais là, c'est encore autre chose. Hein. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'elle parle de moi. Ah non, c'est bon, clairement, je commence pas le sport ou la suractivité. Oui, mais bon, il y a quand même une petite partie. Hein. Ne sois pas dans le déni, là, encore une fois, justement. Aïe aïe aïe. Bon, c'était bien sympa. Et on a fait 1 heure de live aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas atteint les 1 heure. Hein. Aïe aïe aïe. Je vais être à la bourre. Faut que je me douche. Je vais louper le début de cauchemar en cuisine. Super. Vite, vite, vite. Bon, les amis, c'était bien sympa. Donc, lundi prochain, 20h, toujours pareil. On reste sur le thème de la psychanalyse. On va découvrir encore de nouveaux mécanismes de défense qui devraient vous parler en majorité. Alors, mécanisme de défense, mais pas que, de ce que je vois. Je regarde un petit peu en même temps. Donc, ouais, non. Moi, je trouve que c'est sympa, voilà. Peut-être que c'est un peu compliqué, je trouve pas trop, mais moi, je trouve ça intéressant. Mais j'ai joué... Ouais, mais super, Nico. Génial. Elle va pas aller se toucher pour être... Oh, bah si, j'ai trop chaud, j'en peux plus. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Je ne vais pas commencer cette négligence. Voilà, après, on va vraiment croire que je suis en face de psychose. Donc, non, 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 non. Non. Donc, du coup, demain, on reprend un très vieux jeu. Enfin, très vieux jeu, c'est pas vrai. Mais un jeu qu'on suit sur cette chaîne depuis le début, pour le coup, qui est Disney Dreamlight Valley. Voilà, ça fait 1000 ans que je m'y suis pas connectée. On le verra demain sur Steam, je sais pas trop depuis combien de temps, mais ça fait un bail, je pense. Donc voilà, il y a eu plein de nouveautés, donc je me dis là, voilà, on se met en mode un peu chill, on se repose un peu de toute cette aventure de Baldur's Gate, et puis voilà. Donc ouais, cette semaine on se voit pas trop, mais là les semaines à venir on devrait se voir un petit peu plus, donc ça c'est plutôt cool, voilà. En vrai tu as le temps, ça doit commencer à venir. Mais oui, mais carrément, depuis le début t'es comme non, tu vas pas lancer une partie depuis 0. Ah, et oui, mais parce que quand j'ai commencé, je streamais pas. Mais c'était quand même au début. C'était quasiment au début. Je me rappelle même pas. Ah bon? Mais tu étais là, Nico. Tu as déjà vu des lives Disney. J'en suis sûre, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre participation. On se retrouve demain dans les horaires habituels entre 17h20, 30 par là, le temps que je m'installe. Et puis voilà, passez une bonne soirée, une bonne suite de semaine, hein, courage, hydratez-vous bien, et je vous fais plein de bisous. À demain. Ciao, ciao.